Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, la présidente brésilienne Dilma Rousseff est officiellement écartée du pouvoir après de longues semaines d'un feuilleton télénovelesque. Est-ce un coup d'État de velours? La procédure témoigne-t-elle de la vigueur de cette jeune démocratie? C'est un quasi-inconnu qui se retrouve à la tête d'un pays en crise. Michel Temer sera-t-il capable de réconcilier la société brésilienne? Le Premier ministre français brandit l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la loi travail. Un passage en force synonyme d'aveu de faiblesse. La démocratie a-t-elle du plomb dans l'aile? La droite et la gauche ont tenté de renverser le gouvernement. La mobilisation citoyenne, elle, contre la réforme, va-t-elle s'intensifier? DSK, Georges Tron et maintenant Denis Baupin en France. Comment comprendre la succession d'accusations d'agression sexuelle par des hommes politiques? Le harcèlement sexuel en politique est une spécialité française. Entre culture de l'impunité et omerta, l'affaire Baupin va-t-elle marquer un tournant pour les femmes? L'Ukrainienne Jamala, une Tatar de Crimée, remporte l'Eurovision. L'Eurovision, vitrine d'une géopolitique pas exempte de fausses notes. Nous nous poserons cette question à 12 points. À quoi ça sert l'Eurovision? Et pour en parler, tout d'abord, voici nos kiosqueurs. Déborah Berling, journaliste brésilienne indépendante. Vous travaillez pour Radio France Internationale et pour le quotidien brésilien O Globo, dont vous avez été la correspondante en Europe durant plus de 20 ans. Moustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint à Radio Monte Carlo Doualiya, marocain installé depuis plus de 25 ans en France. Vous êtes aussi chroniqueur pour plusieurs médias marocains, Atlantique Radio, le quotidien L'Économiste, la télé Média TV et le site internet atlasinfo.fr. Joseph Massescaron, président du comité éditorial de Marianne, une longue carrière dans la presse française. Depuis une dizaine d'années, chroniqueur et polémiste, vous collaborez à de nombreuses émissions télé et radio, dont Kiosque. Merci d'être là, vous aussi. Et puis Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir, quotidien généraliste belge où vous êtes entrée en 1984. D'abord journaliste, puis chef du service économique et rédactrice en chef. Merci à vous quatre d'être en plateau ce dimanche pour commenter l'actualité de la semaine et nous livrer votre analyse. C'est une intrigue digne d'une telenovela à la sauce politique. Tous les coups sont permis, manœuvres personnelles, corruption, coups bas, détournement d'argent. Après des semaines d'incertitude, la présidente brésilienne a reçu le coup de grâce, accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour camoufler l'ampleur des déficits de l'État. Dilma Rousseff est écartée du pouvoir, le temps de savoir si elle sera destituée. Elle dénonce un complot. Ce processus est un coup d'État. C'est une destitution sans crime. Je n'ai pas commis de crime de responsabilité. Je suis la cible d'une grande injustice. Alors, une grande injustice, dit-elle. Question qu'on va se poser évidemment pour commencer. Est-ce que, comme elle le dit, c'est un coup d'État, ce qui est en train de lui arriver? On a envie d'entendre la spécialiste du sujet d'abord. Commençons avec vous, Déborah. Je vous rappelle que vous êtes brésilienne. Bon, voilà, je pense que dire que c'est un coup d'État classique, c'est simplifier un peu les choses. Il y a de bases juridiques pour au moins commencer ces processus de destitution de Dilma. Mais formellement, elle est accusée de maquillage. Mais on sait qu'en réalité, c'est un processus largement politique. En fait, vous avez un désenchantement énorme au Brésil par rapport au gouvernement Dilma. Le Brésil subit aujourd'hui une récession sans précédent. La croissance du Brésil va se contracter à 4% cette année. Il y a une affaire de corruption incroyable. On parle de Petrobras, on parle de 2 milliards d'euros détournés du géant pétrolier. Donc, en fait, si vous parlez aux Brésiliens, la plupart des Brésiliens dans les rues, pour ou contre, de gauche ou de droite, ils en ont marre. Ils en ont marre de la corruption, ils en ont marre des partis politiques en général, aussi de gauche que de droite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur cette procédure qui va arriver? Dilma Rousseff est écartée du pouvoir au maximum pendant 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À mon avis, elle a très peu de chances de rester présidente.
parce qu'en fait, elle a écarté un peu le Congrès, le Parlement brésilien à l'époque de son mandat. Et c'est justement ces parlements qui se vengent contre elle. C'est ce Parlement qui va la destituer. C'est un processus très sombre et triste pour la plupart des Brésiliens, puisque si vous regardez les congrès aujourd'hui, plus de 50% des parlementaires de ces congrès sont hors de loi quelque part. Ils ont des histoires de corruption. Mais pas seulement corruption, ça va même de l'assassinat. Donc on n'a rien à célébrer au Brésil maintenant, franchement. Moustapha, vous vouliez intervenir? Il y avait aussi un point, entre guillemets, positif à souligner aujourd'hui, c'est qu'au début de ce processus de destitution, il y avait les pros Dilma qui étaient sortis dans la rue et les anti. Et beaucoup de gens avaient écrit à l'époque, au début de ce processus, que cette crise politique pourrait entraîner un affrontement entre les pros et les anti, ce qui aurait pu faire entrer le Brésil dans un cycle de violence et d'affrontement politique dans la rue. Jusqu'à présent, on l'a échappé, hein. Il n'y a pas eu ça. Mais de là à dire, alors bien sûr, quand on voit avec quelle violence et avec quelle détermination ce processus a été mené contre Dilma Rousseff avec les médias. Il y a des médias qui ont rajouté tous les jours. Et il y avait une insistance à vouloir la sortir de la photo. On peut évidemment penser à un coup d'État, mais qui a pris d'autres formes. Alors maintenant, elle est accusée de mauvaise gouvernance, de fausse écriture sur le plan comptable. Et on n'a pas encore prouvé qu'il y avait soit corruption personnelle ou enrichissement, mais c'est une manière de l'éloigner du pouvoir. Et on a la fin d'un cycle, une gauche qui régnait au Brésil, en Amérique latine, et dont la séquence se termine en quelque sorte en eau de boudin sur cette affaire-là. Le drame pour le Brésil, c'est que ça ne se passera pas en cercle fermé, même si évidemment on suit l'actualité, mais que maintenant on a quand même l'arrivée des JO qui vont venir avec, je pense, une mise en lumière. Aussi le sentiment que beaucoup vont faire le parallèle entre ce qui s'est passé en Grèce et ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant au Brésil, en se disant est-ce que les Jeux Olympiques vont être un espèce de coup de grâce donné, avec un fossé énorme entre les installations, on a tout fait, je pense, au Brésil pour que ce soit moins flamboyant. On a essayé de réduire la voilure. Il y a déjà eu des réductions des investissements qui avaient été faits dans les installations, aussi dans la manière dont on recrutait des volontaires, etc. Mais en parallèle, la rue, parce que peut-être que le monde politique se déchire, mais la rue, elle se sent, je pense, relativement abandonnée. J'ai cru comprendre qu'il y avait le plus grand hôpital de Rio, je pense, qui est à moitié fermé parce qu'on ne paye pas les salaires. Ouais. Il y a les étudiants qui sont tout à fait désemparés parce qu'il y a des cours qui ne peuvent plus se donner. Donc il y a, c'est un pays qui pour la première fois est en déficit public depuis 1997. On a cru au miracle économique, mais beaucoup de questions vont se poser sur pourquoi, quelque part, alors qu'il y a ces projecteurs internationaux sur le pays, pourquoi finalement on semble découvrir une situation à la faveur de règlements de compte internes. Je dirais aussi qu'il y a le Zika qui est toujours là, qui reste une menace. Et il y a d'ailleurs un médecin assez renommé qui a appelé à reporter les Jeux Olympiques pour cause de danger qui ne menacerait pas que les femmes enceintes. Donc il y a beaucoup de plaies sur le pays Brésil. Est-ce que on peut parler de la fin d'un cycle politique, 13 ans du Parti des travailleurs de gauche au pouvoir, la fin d'un cycle économique aussi, vous êtes d'accord avec ça, Joseph ? Je ne sais pas si on peut... Alors évidemment, il y a plusieurs éléments. Il y a la fin d'un cycle, en effet, vous l'avez dit, 13 ans. C'est-à-dire que, tous les partis, partout dans le monde, en Europe, on va en parler tout à l'heure de la France, mais de la Belgique. Partout, on retrouve le même type de problématique. Donc, la fin d'un cycle. 2, évidemment, la fin d'une dynamique économique. Ça aussi, ça a été dit, vous l'avez souligné, c'est un élément bien sûr important. Troisièmement, la fin d'un modèle. Parce que quand même, le loulisme, c'était un contre-modèle. C'était un contre-modèle par rapport à une époque, par rapport au castrisme. C'était pas simplement d'ailleurs un modèle pour l'Amérique latine, c'était même un modèle pour les gauches alternatives en Europe. Il faut le savoir. C'était un modèle pour le Front de gauche en France, c'était un modèle pour Tsipras à un moment donné. Bref, pour un moment donné, c'était un modèle aussi pour Podemos. D'ailleurs, très souvent, le loulisme, entre guillemets, était un élément cité. C'est-à-dire comme quoi il existait entre, disons, une extrême gauche, parce que le Parti des travailleurs, c'est quand même l'extrême gauche à ses débuts. C'est pas la gauche. On n'est pas dans un parti social de type social-démocrate. Donc, comme quoi il existait quelque chose, un milieu, une gauche alternative, qui pouvait être radicale, mais qui
qui pourrait être au gouvernement. Et là, surprise, on se rend compte que la personne qui le représentait, enfin l'héritière, qui était présentée comme l'incorruptible, puisque c'était son surnom au début, il y a un certain nombre de... Alors évidemment, bien sûr, vous l'avez rappelé, en effet, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'éléments qui prouvent qu'elle a cédé à la prévarication. Simplement, on rappelle elle a fait de la politique comme tout le monde. Elle a fait la politique comme tout le monde, mais qu'elle était au conseil d'administration de Petrobras. Que finalement, les élections de 2010, les élections, voilà, c'est ça que vous nous dites. Absolument, que son élection, lorsqu'elle a été élue en 2010, vraisemblablement, le financement de sa campagne a été fait aussi par Petrobras. Enfin, donc il y a plusieurs choses qui se mêlent. Vous l'avez dit vous-même, et vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire il y a des éléments qui sont... C'est ça le problème. C'est-à-dire que les éléments nodaux, le nœud est extrêmement difficile à défaire. Parce que d'un côté, vous avez ces 3 fins de cycle dont on vient de parler. D'un autre côté, vous avez l'élément, en effet, de rétractation économique, de récession économique. Vous avez, en effet, la prévarication qui prend des proportions absolument énormes. Il y a 21 députés qui sont aujourd'hui en train d'être poursuivis. Sur les 21, il y en a 16 qui ont voté la destitution de Dilma Rousseff. Voilà. C'est ça qui est et le président et avec un président qui arrive, qui est donc Michel Temer, qui était l'ancien allié de Dilma Rousseff, qui appartient au parti, qui est un allié aussi, qui incarne du coup aujourd'hui le retour de la droite au pouvoir. Lui-même pourrait être destitué pour les mêmes raisons que Dilma Rousseff. Peut-être une première chose, qui est Michel Temer, et puis après on va s'interroger, est-ce que c'est l'occasion aujourd'hui de changer de système politique au Brésil? Qui est ce Michel Temer, qui est assez peu connu du grand public? Voilà, il est assez peu connu aussi des Brésiliens. Mais très bien implanté dans la classe politique, je crois. C'est un avocat d'origine libanaise. Au Liban, ils sont en train de fêter ça. Élection entre guillemets. Ils ont des raisons de le fêter parce que les Libanais n'arrivent pas à élire un président. Donc, voilà, pour le coup, ça leur fait un président. Il n'est pas élu. Procuration. Il n'est pas élu. Donc, il appartient à un parti qui s'appelle PMDB, qui est connu aussi pour un parti très opportuniste. Il a une carrière politique, plus ou moins, il a survécu tous les gouvernements qui ont existé au Brésil. On l'appelait, je ne sais pas, moi j'ai lu ça dans ses portraits, on l'appelait l'aspirateur, celui qui est capable d'aspirer les problèmes, les tensions dans sa famille politique. Il est âgé de 75 ans. 76. Et puis aussi, on dit de lui qu'il a été un actif collaborateur de la CIA à un moment donné. Donc c'est quelqu'un qui pourrait être la même victime du même processus, qui est touché aussi par la corruption, mais qui a déjà enterré Dilma Rousseff. Il a dit dans ses déclarations, il ne s'attend pas du tout à un éventuel retour. Et puis il promet aux Brésiliens une politique d'austérité qui va leur faire oublier toute la générosité des années Lula. Attention, parce qu'on parlait à ces moments d'une gauche alternative. Voyons bien quelle gauche alternative. En fait, Lula, il était alternatif parce qu'il a privilégié des politiques sociales. Mais sur le plan économique, je vous dis que Lula a appliqué l'économie de droite, en mettant la Banque centrale, José Meirelles, qui aujourd'hui, c'est le même qui va revenir en politique pour remettre le compte du Brésil. C'est la même personne. Et c'est une personne du Banque de Boston mondial qui a mis une politique de droite. Et Lula a adopté une politique de droite. Donc, quand on parle d'alternative, le Brésil, de gauche alternative, je ne vois pas l'alternative. Parce qu'en fait... Alors, on va regarder, parce que ça va nous permettre de rebondir, on va regarder la une de l'hebdomadaire brésilien d'enquête Veja, qui nous dit « Ciao, querida, ciao, querido », au revoir chérie. La première, vous le voyez, étant Dilma Rousseff. Le second, Eduardo Cunha, président de l'Assemblée et fomenteur de tout ce processus de destitution qui a été, lui, démis de ses fonctions. Pour Veja, le Brésil tient une chance inédite de faire le ménage dans le monde politique aujourd'hui. Est-ce que le Brésil a une occasion ? Mais moi, j'avais une question à poser en termes d'opposition. Est-ce qu'il y a
un phénomène de société civile parce qu'on ne voit pas du tout qu'une alternative réelle ou qu'un renouvellement vienne du monde politique? Et est-ce que dans la presse, il y a une presse qui fait son travail, je veux dire, qui est vraiment hors du système et qui peut... Bon, c'est une Parce que le changement peut venir de la rue. Oui, un peu. C'est pas le dire d'une nuit debout, mais est-ce qu'il y a une société civile? On espère qu'un changement vient de la rue, parce que ce qu'on a aujourd'hui dans la classe politique, on ne voit personne. Même dans l'opposition, il y a plusieurs. Presque tout le monde est touché par des affaires de corruption au Brésil. Tous les partis. Donc c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'opposition, on n'a pas une figure de l'opposition qui pourrait incarner ces vrais changements pour le Brésil. Donc au Brésil, on dirait aujourd'hui qu'il faut appuyer sur un bouton de restart, réinitialiser les pays. Alors j'ai aussi une question. Oui. Non, mais on vous tient, donc c'est pas... Non, j'ai aussi une question, c'est... j'ai vu que... comment faire pour que la dissolution, il y ait un processus de dissolution? Puisque là, il y a un problème. Il ne peut pas y avoir de dissolution comme ça. Comment ça? Qu'est-ce qui permettrait une dissolution de la Chambre de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés? Là, c'est une question beaucoup plus complexe. Oui, c'est pour ça que je le pose. Alors peut-être qu'elle est un petit peu trop complexe pour en parler. Là, on va peut-être juste avancer. Oui, mais je voudrais savoir juste si oui ou non c'est possible. Parce que plutôt que d'attendre de la rue, pardon... Non, parce que la dissolution doit être décidée par ces mêmes parlements qui n'ont aucun intérêt de changer le jeu. Donc en fait, la question qui se pose aussi, puisque ça n'est pas une solution, vous venez de nous le dire, on est parti d'une crise de gouvernement, on en est venu à une crise institutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crise de démocratie, on pourrait l'appeler comme ça, au Brésil? Auquel cas, quelles sont les options, les solutions, puisque celle que vous évoquez n'est pas possible? Une crise institutionnelle, en fait. C'est une crise de démocratie, les institutions sont gangrénées par la corruption. Mais quand on examine un petit peu ce processus d'impeachment, de destitution, il respecte toutes les règles institutionnelles. C'est qu'il ne viole pas la loi pour qu'on puisse parler d'un coup d'État. Donc il y a un vrai respect de la procédure. Alors maintenant, pourquoi on a cette impression, cette atmosphère de coup d'État? C'est parce qu'il y avait des forces politiques qui se sont coalisées avec des médias très actifs et qui voulaient absolument... faire sauter Dilma Yousaf à n'importe quel prix. Et ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces dans la mesure où il va falloir que d'autres forces politiques accèdent au pouvoir, apportent des solutions à une économie qui attend, à des gens qui attendent. Et là, ce qu'on entend, parmi les déclarations qu'on entend, c'est que austérité, réajustement structurel, ça veut dire que le Brésil, dans les mois ou dans les semaines à venir, les Brésiliens vont devoir faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir remonter la pente économique. Pour conclure, Déborah, le mot de la fin pour vous. Attention, austérité. Ce qu'on a eu pendant ces dernières années, c'est le contraire, qui amène à une inflation à 10%, qui amène à une contraction de l'économie. Donc, ce n'est pas le choix non plus. Et d'après les déclarations de Michel Temer, les premières déclarations, ça va être dans ce sens-là. C'est encore plus d'austérité. Mais pourquoi? Par des erreurs qui ont été commises. Il faut le dire. Moi, je ne suis pas pour tout ce qui se passe maintenant. Même l'impeachment, comme plusieurs Brésiliens, on a eu des doutes. Mais c'était un désastre, une catastrophe économique. Ce que c'est en train de passer, c'est que tous les gains pendant le gouvernement Lula peuvent être annulés à cause des erreurs majeures dans l'économie. Oui, justement, et alors il faut surveiller juste un élément important, c'est qu'il faut surveiller quel pourrait être l'impact de cette expérience, de cette épreuve brésilienne sur le pourtour des pays de l'Amérique latine, parce que ça, on va avoir un effet domino peut-être qui est l'Amérique latine, où on se penchera très prochainement sur le cas du Venezuela, puisque l'opposition veut porter un référendum contre le président. On aura l'occasion d'en parler certainement dans un prochain kiosque. Je vous propose qu'on avance maintenant, qu'on traverse de l'Atlantique, qu'on aille en France, avec cette semaine un gouvernement qui dégaine à nouveau l'arme constitutionnelle du 49.3. Cette fois, c'est pour faire passer la contestée loi travail. Et puis, cette petite phrase qui a beaucoup tourné dans les réseaux sociaux qui revient, le 49.3 est une brutalité. Écoutez. Le 49.3 est une brutalité. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire. Parce que la réforme doit aboutir.
parce que le pays doit avancer, parce que les relations sociales et les droits des salariés doivent progresser, le Conseil des ministres qui s'est réuni il y a un instant, sous la présidence du Président de la République, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement. Alors, le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution permet au Premier ministre, qu'on vient de voir ici, d'engager la responsabilité de son gouvernement. Un texte est considéré comme adopté sans le vote des députés. La presse européenne, cette semaine, se désolait globalement de la méthode employée par le gouvernement français. Est-ce que la démocratie a du plomb dans l'aile en France, Béatrice ? Si on voulait faire un parallèle avec le Brésil, on dirait qu'on assiste à deux éléments un peu semblables, dans le sens où sont des hommes politiques qui se regardent le nombril et qui jouent à des jeux de positionnement et qui finalement perdent de vue l'objet même de ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire trouver des solutions. Nous, ce qu'on a comme sentiment, c'est qu'en fait, finalement, la loi telle qu'elle a été adoptée, est-ce qu'elle vise encore quelque chose au niveau de l'emploi ? Je ne suis pas sûre. Ça a sûrement, elle a été instrumentalisée à un moment donné pour permettre à la gauche de se battre entre elles. Donc certains pour désavouer encore un peu plus Hollande, d'autres pour faire que Valls puisse régler ses comptes à Macron, et puis après à la droite pour essayer de bien savonner la planche de la gauche et de faire en sorte que ce soit décrédibilisé à tout jamais. Et nous, ce qu'on a écrit, c'était un peu dur, mais c'est que la loi sur la déchéance de nationalité avait été une espèce de Tchernobyl sur les valeurs de la gauche, et maintenant ils viennent de l'avoir sur l'économique. Et on se demande, mais quelle politique d'emploi ? Parce qu'en plus tout le monde est d'avis qu'aujourd'hui cette loi ne sert à rien, est vidée de sa substance, et que la première chose que ferait la droite en arrivant, c'est de l'abroger pour faire autre chose. Donc moi, ça montre une forme de maladie des hommes politiques en place, des différents partis, qui n'arrivent plus à dépasser leur rivalité, leurs différences, pour répondre aux problèmes des gens. Et utilisent alors tous les ressorts les plus compliqués qui soient, mais avec des gens qui sont dehors et qui ne sont pas contents, ils le savent, mais peu importe, ils continuent. Moustapha ? En fait, on a dépassé un petit peu le problème du contenu de la loi, des enjeux de la loi El Khomri, la loi du travail. En fait, la vraie bataille, c'est l'utilisation du 49.3, la signification politique pour François Hollande, pour Manuel Valls, d'utiliser ce 49.3. Ça veut dire c'est un aveu d'échec. Ils ont échoué à convaincre les protagonistes politiques, qu'ils soient patronat, partis politiques, députés de gauche ou de droite, que leur loi est valable et qui est jouable. Donc ils sont obligés de recourir à une arme d'exception, le 49.3. Et donc c'est ça ce qui nous renseigne un petit peu sur l'état d'esprit d'abord de l'équipe dirigeante, et puis à quelques mois de la présidentielle, on a l'impression... On a l'impression que François Hollande n'arrive pas à ressouder sa famille. Il y a eu des ruptures, des cassures, des fractures au sein de la gauche. Mais il arrive surtout à la faire exploser. Ça va se ressentir dans les mois à venir. Lui qui se préparait, avec EO la gauche, qui se préparait à lancer un agenda politique pour reconquérir pour un second mandat, c'est mal parti. La signification politique du 49.3, c'est que je n'arrive pas à unifier ma famille. Comment pourrais-je demain prétendre à un second mandat, à une bataille commune ? Comment on peut imaginer demain Arnaud Montebourg ou Martine Aubry ou Benoît Hamon faire campagne, ou Aurélie Filippetti faire campagne derrière Manuel Valls et François Hollande. Donc il y a là cette rupture-là, et le 49.3 souligne cette rupture qui va avoir des conséquences sur le plan politique. Deux constats assez durs que vous partagez, Joseph ? Vous savez, qui a le plus utilisé le 49.3 ? C'est un homme politique qui paraît de toutes les vertus de dialogue, c'est Michel Rocard. Qui est celui qui l'a moins utilisé ? C'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc déjà, ça replace la question du 49.3 dans l'ensemble français. On ne peut pas faire le 49.3 si on ne voit pas la deuxième partie, c'est-à-dire la motion de censure. Parce que qui dit 49.3 dit pratiquement automatiquement une motion de censure. La motion de censure met en cause évidemment directement la majorité, puisque si cette motion de censure est adoptée aussi bien par les députés de l'opposition que par une partie des députés de la majorité, je répète pour ceux qui nous regardent, à ce moment-là, évidemment, il y a dissolution. C'est arrivé qu'une seule fois dans le passé, c'est arrivé en 1962, puisque les députés français ne souhaitaient pas l'élection du président de la République au suffrage universel, pour faire court, et il y avait eu en effet dissolution à l'époque. Cette question en fait du débat. Il y a un problème qui est le péché originel de François Hollande depuis le début. Ce péché originel, c'est que ce qu'il défend, le programme gouvernemental, le programme de l'exécutif, n'est non seulement pas le même, mais est pratiquement à des années-lumière du projet qui était présenté par le candidat François Hollande. Et ça, c'est un problème de trahison.
Voilà. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que on peut en faire. Il n'y a pas évidemment que François Hollande qui est victime, enfin qui est coupable de ça. C'est arrivé aussi bien pour la droite que pour la gauche. Mais en France, franchement, ça, c'est vraiment une maladie française. C'est-à-dire que l'homme politique vous répond que de toute façon, il ne peut pas se présenter avec un programme parce que, oh là là, les Français vont lui couper la tête. Vous savez, c'est vraiment, ça revient en permanence. Moi, je crois que sur la prochaine présidentielle, si un homme politique se présente, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, en tenant un discours qui ne sera pas son discours de gouvernement, qui ne sera pas son discours qui sera mis en œuvre, alors là, franchement, véritablement, on prend un risque considérable sur l'opinion française, un risque de bouleversement considérable. Donc oui, cette question du 49.3, c'est pas un coup d'État institutionnel. Bien sûr que c'est pas un coup d'État institutionnel. Ça montre quoi? Ça montre globalement le malaise et le malaise politique général. Parce que d'un autre côté, si la droite, excusez-moi, de deux choses l'une, la droite, si elle considère qu'il y a finalement en partie, ce texte était en partie vidé de sa substance, qu'est-ce qui l'interdisait justement? Pourquoi est-ce qu'elle a déposé une motion de censure? Je veux dire, tout est ridicule. Chacun, comme monsieur disait, chacun est dans un rôle là-dessus. Et ce jeu de rôle, ce théâtre de rôle, ce théâtre d'ombre, c'est ce qui est de moins en moins accepté par l'ensemble des Français. Et justement, les Français qui sont mobilisés dans la rue contre la loi travail, est-ce que la mobilisation va être encore renforcée par l'utilisation du 49.3 qui peut être encore plus mal perçu, Déborah, peut-être? Vous vivez à Genève, mais du coup, vous l'observez depuis là-bas. Bon, la seule chose, d'abord, je partage un peu les avis ici. Je pense que vraiment, c'est un signe de faiblesse plutôt du gouvernement de François Hollande. Bon, si la rue va réussir, je n'ai pas compris votre question. Si la rue est-ce que la rue va encore aller, est-ce que les manifestations vont grossir? Oui, je pense que oui. Il y a des signaux pour ça. On a parlé, beaucoup d'études parlent de possible explosion sociale, parce qu'on voit bien que le gouvernement, non seulement il n'arrive pas à gérer le dialogue politique à l'intérieur de l'Assemblée, par ce vote-là, il est obligé de passer par le 49.3, mais il n'arrive pas même à établir un dialogue avec des mouvements comme Debout la nuit ou des regroupements qui maîtrisent la rue. Donc, à tel point que la seule la seule méthode de dialogue, c'est la confrontation et la violence. Donc, il y a des risques que ce 49.3, cette méthode autoritaire de ne pas dialoguer, de ne pas faire voter, puisse encourager la radicalité. Alors, il faut rajouter à ça, ce qui crée une atmosphère un petit peu lugubre et triste, c'est que ça vient après le recul sur la déchéance de la nationalité. On a François Hollande, le couple François Hollande-Manuel Valls recule sur la déchéance de la nationalité, utilise le 49.3 pour faire passer une loi très contestée. Ça nous donne une idée sur cette gouvernance qui veut absolument forcer le passage, c'est le cas de le dire, pour aller plus loin. Cet autoritarisme, si je reprends vos termes, est-ce qu'il fait, passez-moi l'expression, un peu rêver en Belgique, puisque vous avez aussi une contestation qui se met en place sur le thème du travail aussi. En fait, je crois que ça rejoint la difficulté des démocraties européennes et certainement les Françaises, les Belges, ça a été le cas de l'Italie, etc., de réformer, de faire face aux défis du moment. Et je crois que ce qui est très très dangereux, c'est qu'il y a une population qui quelque part sait qu'il faut changer et qui, moi j'ai le sentiment, si on lui proposait des projets avec une véritable échéance, avec un véritable parcours, avec le sentiment de leur dire voilà, on va là, on arrivera là, il y aurait moyen de transformer les sociétés. Et les gens ne sont pas fous, les gens savent qu'il y a des choses à faire changer, les gens voient leur univers qui se transforme, ils se rendent compte qu'il y a une ubérisation, qu'il y a une précarisation, donc ils voient qu'il y a des problèmes d'environnement, donc ils ont envie de réponse. Simplement, pour que le politique puisse aujourd'hui répondre à ces questions. C'est la situation qu'on a en Belgique où tout le monde parle d'un État bloqué. Il y a des spécificités belges liées à notre difficulté institutionnelle. Parce que ça complique encore les choses. Bien sûr, parce qu'on a beaucoup de niveaux de pouvoir, on a beaucoup d'irresponsabilité, c'est-à-dire que c'est jamais la faute de personne et tout le monde se renvoie toujours la balle. Mais en plus de ça, il y a une difficulté, et ça c'est évidemment lié aux échéances électorales, à traverser les échéances électorales pour faire des projets. On revient toujours à ce film Demain, là. Mais quand on voit le maire de Copenhague qui dit à un moment donné, moi je fais des projets pour ma ville, mais je les fais
en osmose, en discussion avec la société civile, avec l'opposition, de façon à permettre que les changements, quand ils sont initiés, traversent l'échéance électorale et puis qu'il y ait avoir une continuité. Il y a des éléments sur la mobilité, sur l'environnement, sur la transformation du monde du travail dont le temps ne prend pas le temps électoral. Et il faudrait que les hommes politiques, pour ça, sortent de cette arène dans laquelle ils se disputent, renoncent à ces guerres extrêmement fratricides. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut réinventer la démocratie. Alors réinventer la démocratie. Ça fait un moment déjà qu'on parle déjà de cette distance énorme entre la classe politique française et la rue. Ça, c'est pas nouveau en France. Mais c'est vrai pour la Belgique. C'est vrai pour la Belgique et pour plusieurs d'autres pays. Alors soit c'est les extrêmes. D'un mot pour conclure, Joseph, rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'en tout cas, simplement pour parler de la France, le problème, puisque là on peut pas envisager le problème sans envisager l'approche de la présidentielle. Je crois que la personne qui va gagner à la présidentielle, c'est la personne qui non seulement va apporter des solutions concrètes et des solutions équilibrées. Des solutions équilibrées, par exemple, juste un mot, sur la loi travail, le fait que la formation, alors que pourtant ça va totalement avec, soit le parent pauvre et soit délimité, soit écarté par l'ensemble des acteurs sociaux, je dis bien l'ensemble des acteurs sociaux, ça c'est un scandale total. Donc ce sera à la fois la personne qui saura apporter des solutions réelles, concrètes, mais en même temps écrire le roman national. C'est ça. Parce que là, on a comparé autrefois François Hollande de capitaine de pédalo. C'est un capitaine de pédalo qui cabote le long du rivage. Et je vous propose, pour conclure, puisque vous faites une comparaison qui prête à sourire, je vous propose qu'on termine avec un sourire encore, avec cet échange de tweets plutôt marrant cette semaine. Le compte officiel de la série House of Cards s'est adressé au Premier ministre français. La démocratie est surfaite, nous dit Frank Underwood, le président américain de fiction aux méthodes douteuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Réponse de Manuel Valls, inspiré de Churchill. Cher Franck, la démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres, ne l'oubliez jamais. Bah ça donne pas à rêver, hein, Sylvia. C'est pas le grand récit naturel. Alors ça fait pas rêver, mais ça fait sourire. Vous admettrez que ça ferait, vous admettrez que ça fait sourire que tout d'un coup une série de Netflix se mêle de politique française. Le côté humoristique, c'est que le Premier ministre ait répondu à un personnage, en fait. Oui. Ça. Oui. Bon. Je trouve ça plutôt désespérant. Bon, donc du coup désespérant. Je ne sais pas si on va beaucoup rire pour continuer. On reste dans les couloirs de l'Assemblée nationale où l'affaire Baupin cette semaine faisait également parler d'elle. Accusé par des élus de harcèlement et d'agression sexuelle, le député écologiste Denis Baupin démissionnait lundi de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Depuis les révélations du site d'information Mediapart, blagues sexistes et minimisation se mêlent à l'indignation. Écoutez ce témoignage assez sidérant d'Aurore Berger, jeune élue des Républicains. J'étais en conseil d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc dans mon département, et je suis accueillie par un collègue, quand je te vois Aurore, j'ai envie de te faire une Baupin. Et puis un autre collègue surenchérit en faisant un jeu de mots sur mon nom de famille et en disant quand je te vois Aurore, j'ai le bâton de berger. Une métaphore assez imagée et parlante. J'aurais dû... En politique, vous entendez ce genre de propos? Mais oui, sur moi ou sur d'autres. C'est des femmes qu'on va critiquer sur leur physique, c'est des femmes qui parfois ont des comportements durs et qui vont devenir des pisse-vinaigre ou des mal baisés dans la bouche des hommes, et même parfois dans la bouche des femmes. Le vrai, simplement de ne pas l'envoyer promener. Parce que c'est difficile en fait de rejeter. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes dans une situation qui n'est pas égalitaire. La personne qui envoie ces messages-là, ou qui a ces comportements déplacés, a souvent un ascendant de notoriété, d'antériorité, et donc du coup... Ou d'âge. Ou d'âge, tout simplement. Et donc quand vous devez dire non parce que vous dites non, vous faites 1001 circonvolutions en disant « comment je fais pour dire non ?» sans que pour autant demain, il me blacklist, qu'il dise sur moi des choses qui sont fausses. Moi, je me suis dit, il faut marginaliser ceux qui s'en rendent coupables, parce que non, c'est pas une question de bonne femme, comme le disait un parlementaire hier. C'est un enjeu essentiel de question d'égalité entre les hommes et les femmes, de dignité, et qui doit inspirer l'ensemble de la société, au-delà même du simple jeu politique. Alors, l'affaire Baupin jette à nouveau le discrédit sur la classe politique française. On se souvient il y a 5 ans de l'affaire DSK. Le harcèlement sexuel en politique, est-ce que c'est une spécialité française ?
Non. Moustapha Fouché. Je ne crois pas que ce soit une spécialité française. J'imagine, elle n'est pas non plus américaine, parce que les deux modèles, alors on a tendance qui s'opposent un peu, qu'on oppose en tout cas. S'imposer un petit peu le côté latin, méditerranéen de la France, avec le côté puritain du modèle américain. Mais ça ne veut pas dire que les hommes politiques américains soient plus... j'allais dire, respectent plus la femme que ceux en France. Mais moi, ce qui me tonne beaucoup, c'est cette soudaine libération de la parole de ces femmes politiques. Et ce qu'il faut s'interroger comme questionnement, pourquoi maintenant, avec quel but, avec quel agenda qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Béatrice, les femmes vous va réagir. Alors, excusez-moi, elles ont réagi. D'abord, moi, je pense que c'est pas banal que ça vienne des Verts. Parce que je pense qu'il y a des partis dans lesquels où des femmes peuvent se sentir plus à l'aise que dans d'autres, qui sont des partis, d'abord la proportion de femmes est peut-être plus importante dans les candidates, et aussi parce qu'il y a une provocation de cet homme qui soudain fait des commentaires, il est évidemment présumé innocent, etc. Mais donc il fait des commentaires pour défendre les droits des femmes, mais soudain il y a une série de femmes qui se disent c'est pas possible. Moi, la question que je me pose surtout, et qui est l'élément le plus important, c'est l'environnement dans lequel on se situe. Je pense que ceci rappelle à tout le monde, les hommes au travail et les autres femmes au travail, c'est que on ne peut agir et une femme ne peut se sentir bien dans des circonstances pareilles et se sentir le droit de sortir si elle a autour d'elle des supérieurs hiérarchiques, des gens qui entendent ça. Parce que quand on est tout seul, sinon on est vite blacklisté et c'est pas une spécialité belge. Une femme française sur 5 a subi un harcèlement sexuel. Mais ça doit être vrai ailleurs. Nous, on a n'oubliez pas qu'il y a toujours un doute. Chaque fois qu'on relève ces sujets, est-ce qu'elle l'a cherché ou pas? Et ça, depuis l'affaire DSK, Le fait est que là, la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, des femmes politiques, pour parler du monde politique, pour la première fois, des femmes politiques dénoncent un de leurs collègues. Il y a quand même, malgré tout, cette idée que, par exemple, au moment de l'affaire DSK, pour certains, c'était un petit peu de la gaudriole quand même. Il y a toujours eu, il y a un peu ces réactions-là. Est-ce que ça, c'est un peu français de se dire, bon, ben voilà, du moment que c'est un bonhomme politique, on peut lui passer ce qui se passe? Non, on a eu un cas en Belgique, c'était une présidente du Parlement, un Parlement régional, donc elle est à la tribune, et elle reçoit un SMS d'un député qui est là et qui lui dit « tu as un beau cul ». Et elle a décidé de ne pas laisser ce SMS juste en tant que SMS, elle est sortie, elle l'a rendu public, et donc dès lors ça a été pas sanctionné. Et il y a aussi en Belgique, c'est une première mondiale, une loi contre le sexisme et le harcèlement de rue qui a été prise. Bon, ça a été la grande difficulté, c'est de prouver les choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certains avocats expliquent que pour prouver les faits, certains aujourd'hui enregistrent les conversations, enregistrent des propos pour pouvoir les sortir le moment venu, pour éviter le doute. Ce qui est certain, c'est que, et moi j'ai lu aussi ce qui a été écrit dans le journal de dimanche, il y a tout un dossier sur le sujet avec des rappels, des petites phrases qui ont été exprimées par des hommes politiques. Ce qui est certain, c'est que dorénavant, au moins cette affaire aura au moins un impact, c'est que dorénavant, les hommes politiques vont maîtriser davantage leur communication avec leur entourage féminin. Il n'y aura plus cette liberté de blagues graveleuses, salaces, qu'on jette comme ça, parce qu'on a un pouvoir sur une femme ou sur son entourage. Donc ça au moins. Mais la question aussi, c'est comment ça va se traduire sur le plan politique, institutionnel. À partir du moment où il y a 17 anciens ministres qui ont signé une pétition, quelle pourrait être leur traduction sur le plan institutionnel? Moi, je ne suis pas sûr, honnêtement, que ça change grand-chose, parce que tous les témoignages des journalistes politiques, quels qu'ils soient, ont montré que la blague qui était tout de suite après favorite à l'Assemblée nationale, qui courait parmi les députés, c'est « je vais te faire un beau pain ». Voilà, c'était exactement ça, une beau pain, oui. Donc, franchement, j'ai des doutes. Il y a quand même un élément de spécificité française. Je rappelle qu'en 2012, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, il y a un parlementaire qui s'appelle M. Gérard Ducret, qui souhaitait que la définition, que le harcèlement sexuel ne vise pas les parlementaires, et tout simplement pour une question prioritaire de constitutionnalité. Ça a été rejeté, voilà, mais je dis, ça s'est passé en 2012. Ça s'est pas passé il y a 40 ans ou il y a 50 ans. De toute façon, je considère, pardonnez-moi, globalement, en France, mais peut-être aussi ailleurs, mais en tout cas en France, que la situation
de la femme en France n'est pas une situation de moins en moins positive. Voilà. Et il faut dire que la politique, à cet égard, représente parfaitement. Bien sûr, vous avez maintenant quelques femmes qui, saupoudrent les conseils d'administration. Mais regardez le nombre de parlementaires femmes à l'Assemblée nationale. Regardez le nombre de parlementaires femmes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas une question de politique, puisque la plupart de ces élus femmes étaient des élus, je le rappelle, du MRP, c'est-à-dire du mouvement catholique et de droite à l'époque. Donc regardez le peu de nombre de femmes. Regardez le même sur les questions des sénatrices. Aujourd'hui, oui, il y a une régression sur la question de la femme qui se fait en France. Cette régression, elle est globale. C'est la grande difficulté de sortir dans la rue librement. Voilà, c'est la difficulté d'aller dans un café. Non, mais attendez, c'est une problématique globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement cette question. Mais sur cette problématique globale, est-ce que justement la fin d'une espèce de loi du silence, la fin de cette omerta, comme elle est pointée du doigt cette semaine, est-ce que ça peut faire changer les choses dans la classe politique, mais aussi pour les femmes de façon plus générale? Ça dure, mais ce qui est très très important, ce qu'elles ont fait là, c'est qu'elles rappellent à une série de femmes d'abord que c'est pas normal de recevoir ce genre de choses, qu'on peut dire à mon avis ça suffit. Ça rappelle à une série de collègues qu'il faut intervenir et qu'il y a besoin d'assistance à personne en danger qui est très fragilisée dans une situation comme celle-là. Et ça rappelle aux hommes quand même qu'il y a des limites. Sur la première page de tous les journaux. Mais est-ce que ça va être durable? Parce qu'on se souvient de l'affaire DSK, tout le monde était scandalisé à l'époque, et puis finalement on voit que le petit monde politique continue tel qu'il continuait. Est-ce que l'affaire Baupin va marquer, est-ce qu'il y aura un avant et un après l'affaire Baupin? DSK, c'était quelque chose d'extrêmement, j'allais dire planétaire, et puis il y avait un homme dans une suite d'hôtel avec une femme de ménage noire et tout ça. Moi, je ne mettrais pas ça dans le cadre du harcèlement quotidien d'un homme avec une hiérarchie, avec un pouvoir sur une assistante ou sur une collaboratrice. Ça lui avait été reproché aussi. Oui, mais ça, c'est tous les jours. Ce qui est révélé maintenant, c'est que tous les jours, dans le monde politique, les femmes sont objets de blagues sexistes, de blagues graveleuses, et qui les minimisent leur importance. Est-ce qu'on peut juste dire, pardonnez-moi, que ce n'est pas simplement dans le monde politique, c'est dans le monde du travail, c'est tout le temps. À partir du moment où on n'accepte pas que des femmes rentrent dans un café, à partir du moment où on considère qu'il faut que des femmes se mettent en association pour entrer dans les cafés à Aubervilliers, là, on peut dire qu'il y a un vrai problème en France. Il y a un problème global en France. C'était Simone Veil que j'avais vu il y a à peu près... je me souviens, j'avais déjeuné avec elle il y a une dizaine d'années, et je lui avais dit quand même, par rapport au combat que vous avez mené, vous devez être satisfait, etc. Et c'est elle-même qui m'avait dit, détrompez-vous, parce que dans 10 ans, 15 ans, la situation de la femme en France sera moins bonne. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, si, parce que nous allons dans des périodes de crise et dans des périodes de rétractation identitaire, comme on l'est partout dans le monde, puisque c'est une pandémie politique. On le voit bien, Monsieur Trump, c'est une pandémie politique. Donc on voit bien, la femme est évidemment la première à être l'objet. Et moi, il y a une phrase d'ailleurs terrible qu'on entend à l'Assemblée nationale aussi, c'est lorsqu'on leur parle des députés, mais quand même ce harcèlement et tout. Et vous savez ce qu'ils répondent? Ils répondent, il n'y a pas mort d'homme. Ouais. C'est joli comme phrase quand même. Il n'y a pas mort d'homme. Certes, il n'y a pas mort d'homme, mais il y a indignité. Béatrice, une rapide conclusion pour vous. Non, moi je pense que tout part toujours d'une chose, c'est bateau de le dire, mais c'est l'éducation. Je pense qu'à un moment donné, il y a un travail de fond très très jeune à faire. Vous savez, moi j'ai vécu dans un environnement journalistique au soir, et j'ai toujours dit, j'ai jamais rencontré de sexisme. Mais je pense que j'étais avec des collègues, hommes, majoritairement masculins, extrêmement féminins, je veux dire au sens où c'était des hommes extrêmement bien dans leur peau, qui avaient reçu un parcours, des valeurs, qui faisaient en sorte qu'à un moment donné, ça ne se posait pas comme ça. Il y a des choses que je n'ai jamais entendues. Puis alors, il suffit qu'un autre contexte se produise et vous découvrez ce que c'est qu'un sexisme revendiqué. Et ce sont des choses extrêmement insidieuses, ce sont des petites phrases, c'est un rapport de force. Et si on ne s'interpose pas, moi je pense vraiment qu'on doit s'interposer là où on est et se dire que ces choses-là se commettent et que ce n'est pas juste à aller confesser à un directeur des ressources humaines qui généralement le prend pas tellement au sérieux et que c'est en collégialité le premier front de défense. Et j'espère que nous y avons contribué à l'instant sur ce plateau. Je pense que ça peut contribuer à un changement. Je l'espère, on le souhaite tous. Ouais. Je vous propose qu'on avance et puis qu'on termine l'émission en musique. Ça ne vous a pas échappé. L'Ukraine, sacrée samedi soir lors de la 61e édition de l'Eurovision. C'est une femme qui chantait. C'est Jamala, une Tatare de Crimée, qui a triomphé grâce à sa chanson 1944, consacrée à la tragédie vécue par son peuple lors de la déportation stalinienne. Écoutez.
Voilà, alors, l'Eurovision a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour servir la paix entre les peuples européens. Les organisateurs assurent que la politique n'a pas à s'inviter dans l'événement et pourtant, Jamal raconte avoir écrit sa chanson en état d'impuissance après l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 2 ans. On rappelle quand même qu'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie dans l'est de l'Ukraine. Une chanson perçue comme anti-russe qui l'emporte, ça vous inspire quoi ? Les Russes ont réagi ouvertement. Ils ont dit que c'est un choix politique qui a un rapport avec le contexte actuel et qu'ils ont demandé à le revoir. Mais moi, avant de parler sur la chanson elle-même, ça fait un bon bout de temps que je regarde cette manifestation et j'ai l'impression que c'est vraiment le temple du kitsch. Tous les gens qui ont le mauvais goût, qui ont une démarche esthétique inimaginable, ils se donnent rendez-vous à l'Eurovision pour l'appliquer et pour l'exposer. Il y a quand même des dizaines de millions de téléspectateurs à travers la planète qui regardent. Souvent en France, en Belgique, en Suisse, c'est plutôt vu avec moquerie. Le fait est que c'est très regardé et qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est une immense caisse de résonance. Il y a à peu près que la finale du mondial qui est plus regardée que l'Eurovision. Je trouve que les Russes ont du culot parce que vous savez que les Jeux Olympiques à Sochi, les gens les ont regardés comme une compétition sportive. Ouais. Et les Russes aussi. Et en fait, on se rend compte que les Russes en ont fait un enjeu politique. Alors plutôt que ce soit pour les costumes des athlètes, c'était juste dans un studio de dopage caché, personne n'a su, etc. Vous savez, tout ce truc qui est sorti cette semaine. Donc je trouve que les Russes nous fassent le coup de « Oh mon Dieu, mais c'est politique, c'est horrible ». Alors pour le coup, par rapport au statut de l'Eurovision, en effet, on peut pas nier que c'est quand même plutôt politique. Contrairement à ce qu'ont dit les autorités d'Eurovision, qui se sont penchées à nouveau sur ce texte, je lis juste le début du texte de la chanson. Quand les étrangers débarquent, ils viennent dans votre maison, ils vous tuent et disent « Nous, on n'est pas coupables ». Alors si ça, c'est pas un élément politique, j'aurais pas la taquinerie. Ça nous change j'aurais pas la taquinerie de dire à cette dame qui représente les Tatars de Crimée ce que les Tatars de Crimée ont fait sur les populations hélophones de Crimée pour les remplacer. Hein. C'est bon parce que c'était à peu près la même chose. Donc reste que sur cette caisse de résonance quand même. Je le rappelle, des dizaines de millions de téléspectateurs. Est-ce qu'on va reparler un petit peu, par exemple, de l'Ukraine, du conflit qui se passe dans l'Est? On en parle plus. Ou est-ce que c'est cosmétique et superficiel? Plus spécialement, plus spécifiquement, il ne s'agit pas de parler, pardonnez-moi, de l'Ukraine, bien sûr, on va évoquer l'Ukraine, mais il s'agit de parler plus de la Crimée. Je rappelle que donc, la conséquence directe pour le gagnant de l'Eurovision, c'est que son pays organise l'Eurovision, bien sûr, on le sait, l'année prochaine. C'est d'ailleurs pour ça que tant de pays, parfois, je ne dirai pas lesquels, envoient des chanteurs bas de gamme, c'est pour ne pas avoir, comme vous le savez, ça coûte très très cher. Ça coûte très cher. Et précisons que la Roumanie, par exemple, a été exclue pour des raisons financières. C'est important de le dire. Juste, je voudrais revenir là-dessus, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des personnalités, notamment en Ukraine, qui disent, mais finalement, il est normal que ça ait lieu dans la terre natale de cette chanteuse. Or, la terre natale de cette chanteuse, c'est la Crimée. Donc, c'est en tout cas pour l'instant, en Russie. Déborah ? J'ai du mal à suivre. C'est dangereux. Cet enjeu. Non, je ne regarde pas l'Eurovision, mais ça ne m'étonne pas que c'est un enjeu politique. C'est utilisé comme un enjeu politique. C'est bien sûr, comme le football est utilisé comme un enjeu politique aussi. Le message politique était très clair. Il faut simplement rappeler que la France a été aux 6e place avec un chanteur franco-israélien, Amir Haddad, qui a chanté et qui apparemment, la France a réussi à avoir la meilleure place depuis, je ne sais pas quand 2002. C'est dire la performance. Et moi, je reviens beaucoup sur ce qui était marrant, et peut-être c'est pour ça que les gens aussi le regardent. Ça devient une messe populaire. Le mauvais goût se donne rendez-vous à... Jugement de valeur, Moustapha. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez. Non, mais quand le mauvais goût devient une politique en soi, il a raison. Non, mais il a raison. En France, il y a des soirées qui sont organisées entre amis pour combler dans le cadre justement du kitsch. Oui. Je dis d'ailleurs, pardon, moi je peux me permettre de faire cette remarque-là. C'est même du kitsch gay pour être encore plus très précis. Et c'est pas d'ailleurs un hasard si aujourd'hui aux États-Unis c'est repris par la chaîne gay Logo et que voilà.
voilà, qui est diffusé pour la première fois. Qui est diffusé pour la première fois, bien, faut le dire, en même temps, reconnaissons-le, voilà, c'est tout. Tactiquement, si on veut pour faire passer un message à grande échelle, message politique, c'est sans doute un bon endroit pour l'infiltrer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde et des masses un peu qui aujourd'hui, ça va faire l'ouverture de beaucoup de journaux, ça a mis un focus sur quelque chose que personne ne connaissait, et je veux dire que pour celui qui voulait faire passer un message, c'était puissant. Et puis Sylvia Garcia lui a consacré presque à 20 minutes sur Kiosque. Donc et c'est pas 20 minutes, on vous rassure. Cela étant dit, c'est quand même très intéressant malgré tout, puisque l'Eurovision, c'était l'Europe au départ. Aujourd'hui, c'est complètement allé au-delà des frontières. L'Australie était invitée pour la 2e année. Et le slogan cette année, c'était Come Together, sur l'idée d'être tous ensemble. C'était important de souligner ça dans une Europe divisée. Ça sera vraiment le dernier tour de table. Ah mais pardonnez-moi, c'est très révélateur, justement. C'est très révélateur du fait qu'aujourd'hui, l'Europe est en crise d'identité. Je prends exactement l'inverse. C'est-à-dire que oui, en effet, au départ, l'Eurovision, c'était une sorte de culture populaire pour, où chacun d'ailleurs s'exprimait. Je veux dire, il chantait en allemand, il chantait pas en anglais, c'était pas le world music. Chacun essayait et de convaincre l'autre. Aujourd'hui, ça prouve quoi? Ça prouve que l'Europe est en train de se diluer. D'un mot, Moustapha. D'un mot, oui, c'est vrai que les Européens ont besoin de dénominateurs communs. Et si l'Eurovision peut les lier, peut être ce dénominateur commun au moment où il y a des tendances de dislocation, ça peut être un bon idée. Non, mais non, parce c'est mal parti. L'Europe des blocs, l'Europe qu'on voit maintenant sur les réfugiés, où on voit qu'il y a quand même, du côté des pays de l'Est, une solide opposition aux autres. Si on avait regardé attentivement l'Eurovision, on s'est rendu compte que par les votes, déjà, on a dit qu'il y avait une Europe des blocs. Tout à fait. Et Eurovision, on va garder ce Euro Song Contest. Je crois que c'est devenu l'Euro Song Contest. Zéro vision serait plus juste. Bon, je vous propose qu'on continue avec un grand sourire, puisqu'on arrive au terme de l'émission. On va passer à la semaine de Dilemme, c'est l'actualité en dessin. Regardez, attention, on est lourdement armé, nous dit ce djihadiste en Syrie, en brandissant une massue. La cité antique de Palmyre est à nouveau encerclée par le groupe État islamiste. D'un mot, Moustapha, c'est un camouflet de taille pour le président Bachar el-Assad? Oui, c'est vrai que si jamais ils arrivent à reprendre contrôle de cette cité historique, ça veut dire que c'est le camouflet total. Et ça veut dire que les Russes, en se retirant, ils ont laissé Bachar el-Assad tout seul en face de l'État islamique. On aura l'occasion d'en reparler dans Kiosque, vraisemblablement. On en parlait tout à l'heure. Regardez ce policier français, matraque à la main, qui prévient, je compte jusqu'à 49.3. Dispersion des manifestations anti-loi travail. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, annonce 1300 interpellations depuis le début de la contestation. Sur le harcèlement sexuel en politique, on en parlait tout à l'heure aussi, Denis Baupin rompt à son tour l'omerta. J'ai été victime d'attouchement, se plaint le député français. Une femme lui a visiblement mis la main au visage. Emmanuel Cos. Et puis, peut-être c'est sa femme, Emmanuel Cos, ministre. On va, pour les 2 derniers dessins, Dilemme se penche sur les Jeux Olympiques. D'abord au Brésil. Brésil qui a un nouveau président à 3 mois de l'ouverture de la compétition. Alors, les casseroles des politiques, et peut-être, je vous le donnerai, et peut-être la contestation par des concerts de casseroles. Est-ce que ces concerts de casseroles vont s'inviter au JO? On verra bien ça à partir du 5 août. Et puis, le bilan très positif des JO de Sotchi. Un ancien responsable du labo antidopage russe a révélé que des athlètes russes ont été dopés de manière systématique aux Jeux d'hiver de 2014, un programme couvert par les autorités. C'était Saoul Polonium, explique ce sportif russe. Est-ce qu'il faut priver la Russie des Jeux de Rio? Déborah, puisque c'est chez vous. Oh là 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 là, quelle question. Mais écoutez, quelqu'un a un avis? Mais écoutez, Moi, j'ai un avis, c'est que pardonnez-moi, cet avis, c'est que quand vous faites du sport, qu'est-ce qui vous frappe? C'est qu'aujourd'hui, pratiquement tous les athlètes, qu'ils soient nageurs, qu'ils soient lutteurs, qu'ils soient haltérophiles, qu'ils soient athlètes, ils ont le même type de musculature. Ça vous semble pas curieux? Il faut annuler les ça vous Jeux semble pas curieux? Olympiques, Non, mais est-ce que ça vous semble pas curieux réellement? Regardez les photos avant, par exemple, il y a 20 ans et aujourd'hui, qu'ils aient tous le même type de musculature alors que ce sont des sports différents. D'un mot très rapide. Comme toutes les femmes qui font des chirurgies esthétiques, ils commencent à se ressembler. En fait. je pense que Donc Béatrice, les Russes au JO de Rio. Logiquement,
on non? devrait, moi je trouve, parce qu'à un Les moment interdire. donné, ici c'est prouvé, il faut toujours prouver les faits, mais je pense qu'à un moment donné, on devrait pouvoir montrer un exemple. On verra si ça sera le cas Paraît-il ou qu'il non. faut surveiller les Chinois, paraît-il qu'il faut surveiller les On va les athlètes surveiller chinois. tous, parce que je crois qu'il n'y a pas que les Russes quand même, on les surveillera tous. Ce qui est terrible ici, c'est qu'on voit qu'en fait la lutte contre le dopage, Je suis elle est tout à fait naine d'accord. par rapport aux moyens développés. Tout Et à les fait pays sont d'accord. hypocrites. Et les Jeux Olympiques, on en parlera, évidemment, on en parlera. Ça démarre le 5 août. J'espère on en reparler avec vous. Merci beaucoup. On vous fera-t-il. Merci à vous quatre et merci à vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète. À dimanche prochain.